Bonjour Fabien, comment vas-tu? Bonjour Romain, très bien et toi? Ça va très bien, merci. Écoute, ravi de pouvoir faire cette première audit ensemble, juste pour recontextualiser tout le monde dans cette vidéo. Donc, on bosse tous les deux ensemble sur la verticale pharma pour Libra. Donc, tu es notre expert pharmacien pour cette verticale auprès des titulaires. Tu veux te réintroduire, représenter rapidement en quelques secondes, minutes pour nos auditeurs aujourd'hui? Oui, très bien. Écoutez, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là. Je suis Fabien Broscaillet, donc pharmacien titulaire d'une officine depuis 12 ans à Montargis dans le Loiret, une officine que j'ai reprise quelques années après la sortie de la fac et que j'ai passé de 5 millions à un peu plus de 12 millions aujourd'hui en développant notamment tout ce qui est l'aspect santé, mission de santé et conseil associé pour les patients. J'ai également accompagné, toujours consacré du temps dans l'accompagnement et le coaching de pharmacien. Et donc, je suis ravi aujourd'hui d'être là pour travailler avec vous sur le cas concret que Romain va nous présenter. Ok, merci Fabien. Bon, écoute, tu l'as compris, donc c'est une des... on a fait quelques petites séries là d'audits en live auprès de titulaires qui nous envoient des cas. Donc, en l'occurrence, là, c'est une ou un titulaire, je sais pas encore, mais qui est visiblement dans un village médical déserté, qui est malheureusement une situation qu'on connaît que trop. Ce que je te propose, je vais redescendre la synthèse que la personne nous a envoyée, et puis ensuite on partira sur les indicateurs clés. Ça te va? Très bien. Bon, super. Alors, le ou la titulaire nous dit, donc, je suis titulaire depuis 2007, ici, dans un village où tout le monde se connaît, ok. J'ai racheté l'officine à un confrère qui partait en retraite. C'était une belle opportunité à l'époque. 1,5 million aujourd'hui. Donc 1,5 million, j'imagine que ça doit être le chiffre d'affaires. Ouais, ça doit être le chiffre d'affaires. Pendant 10 ans, on a eu une activité stable. Je ne me posais pas trop de questions. Je faisais mon métier comme j'ai toujours appris, être présent, servir les patients, gérer la boutique, bon, classique. On avait 2 médecins dans le coin, du passage, du lien, de la stabilité. Mais depuis 4 ans, ça se dégrade. Un des médecins est parti et l'autre va bientôt arrêter. Bon, ça, c'est des choses que tu dois voir assez souvent, non? Oui, c'est des choses assez classiques qu'on retrouve dans le monde de l'officine. Et c'est vrai que les villages, les médecins peuvent arrêter et parfois s'en vont ou déménagent dans des centres médicaux dans des plus grandes villes. Ouais. Donc, on a quelques confrères qui subissent effectivement cette désertification médicale et ça a un impact clairement sur le chiffre d'affaires et sur les prescriptions dans la pharmacie. Ok. Allez, on continue. Les patients changent leurs habitudes et je le ressens dans les chiffres. Pourtant, je travaille beaucoup, trop, je pense. Je suis là 6 jours sur 7, j'enchaîne les journées, je fais tout moi-même, administratif, commande, planning, relation fournisseur. Ouais, donc elle bosse beaucoup déjà là. 6 jours. Oui, du coup, effectivement, c'est classique aussi. Hein, 1,5 million, c'est une équipe qui est pas très grande et donc du coup, le titulaire est vraiment multitâche. On va voir peut-être qu'il va dire un truc sur les horaires d'ouverture, etc. Mais il y a assez peu de temps mort et beaucoup de tâches administratives, de réassort, d'achat, de servir les patients, etc. Pas simple. Ouais. Je n'ai pas de pharmacien adjoint, seulement 2 préparatrices et une apprentie. L'équipe est motivée, mais ça manque de cadre. On fait comme on peut, mais je sens que je suis devenu un goulot d'étranglement. Bon, déjà, c'est clairvoyant comme situation. Tu vois, là, j'ai l'impression que la personne est aussi consciente un petit peu de ses limites. Je n'ai jamais vraiment formalisé les choses, je n'ai pas de procédure écrite, tout est dans ma tête, c'est épuisant. J'ai l'impression que la pharmacie pourrait faire mieux, mais je n'ai pas le temps de me poser. J'ai besoin de visibilité, de retrouver du contrôle sur l'organisation, sur mes marges, sur mon temps. J'en suis à un point où je ne me projette plus alors que je suis encore à 10 ans de la retraite. Ouais. Allons-y du coup. Allons-y sur les indicateurs. Donc pour reprendre un petit peu, donc on a monté cette grille d'audit d'indicateurs clés hein, pour chacune de nos verticales et notamment sur la verticale pharmacien. On va regarder la partie organisationnelle, la partie financière, management, équipe, espace commercial et puis ensuite valorisation puisque ce qu'on développe en tant qu'entrepreneur, c'est aussi du capital personnel. Donc, ce que je te propose, c'est de rentrer déjà dans la partie organisation et opération. Donc là, déjà, la titulaire nous dit qu'elle a un temps moyen d'attente de 18 minutes, en période d'affluence, ce qui paraît beaucoup, non hein? C'est vrai que ça peut être long et en fait, tout dépend des conditions d'attente.
Et dans une pharmacie d'1,5 million, on peut imaginer que la surface c'est pas énorme et donc il faut vraiment travailler sur ce temps d'attente, pour essayer de le diminuer, mais surtout améliorer la qualité d'attente ou faire en sorte que les patients attendent au milieu des produits pour essayer de développer le chiffre d'affaires, parce que souvent dans ces pharmacies de ce type-là, les produits sont pas forcément au milieu des patients, ils sont plutôt derrière ou sur les côtés, et donc peut-être quelque chose à créer autour de la surface de vente. On verra peut-être plus tard, mais simplement améliorer ce temps-là, ouais. Ok. Après l'affluence, c'est peut-être c'est 1 heure ou 2 par jour. Ouais. Toute la journée. Ouais. Surtout qu'elle nous dit qu'elle est dans une zone de village médical déserté, donc j'imagine qu'elle est pas non plus, tu vois, c'est pas, ça doit pas être de l'affluence en permanence, donc peut-être que. Ouais, mais du coup 2 préparatrices, en fait, ça va vite de se retrouver à 1 ou à 2. Et quand il y en a une qui est en vacances, donc en fait c'est pas tellement, c'est parce qu'il y a aussi, elles sont pas très nombreuses à servir sur certaines parties de la journée, donc nécessairement il y a forcément un peu plus de temps. Donc il y a aussi le fait de pouvoir déposer l'ordonnance pour le préparer sur des temps morts, pour que le patient vienne, elle est prête pour essayer de diminuer le temps. Ça peut être une opportunité également, soit parce qu'il y a une boîte aux lettres, soit maintenant il y a des solutions digitales avec des petits sites internet on peut envoyer de façon sécurisée ou via messagerie sécurisée. L'ordonnance comme ça on la prépare quand le patient n'est pas là, et si on n'a pas les produits en plus, on peut les commander et on passe un petit coup de fil, on lui envoie un petit message quand les produits sont arrivés. Donc ça peut être une opportunité aussi pour éviter le temps d'attente, mais aussi le fait d'être obligé de revenir parce que j'ai pas les produits au moment où vous venez. Ouais. Deux options intéressantes. Parce que là, elle indique aussi que son temps de traitement d'une ordonnance simple, c'est 7 minutes. Là, nous, on recommande 5, donc ça veut dire qu'elle doit avoir. Il y a un sujet. Ça veut dire qu'il y a pas d'automate en général. C'est normal dans ces pharmacies-là. Il y a de cette taille-là, il y a pas d'automate parce que c'est pas utile, mais qu'effectivement le temps de aller chercher les produits dans les colonnes tiroirs, de les scanner, puisque du coup il y a la sérialisation, de faire le traitement, ça prend effectivement un peu 7 minutes. Et c'est des pharmacies qui sont très dépendantes de l'ordonnance. Donc il y a très peu de vente rapide, où je me sers et j'ai besoin de ce produit-là. Je prends un conseil ou pas d'ailleurs. Je veux un citrate ou je veux quelque chose. C'est assez peu puisque comme c'est pas l'image qu'elle dégage, les patients ils viennent dans ces pharmacies-là pour chercher une ordonnance. Ouais. Parce qu'il vient sans doute, elle le dit pas dans l'introduction, mais qui vient sans doute dire aussi, en fait, les gens viennent chez moi que pour l'ordonnance, et comme la Sécu baisse la marge, en fait, à mon avis, ma rentabilité baisse, et donc ma trésorerie baisse, et donc la suite, mais peut-être qu'on le verra dans le suite des indicateurs. Ouais, je commence à lire là, les quelques indicateurs, mais visiblement, ils sont pas excellents. Stock dormant 3,2%. Donc, stock dormant, pour rappel, c'est les produits qui sont dans les stocks depuis plus de 6 mois. Donc là, elle est au triple de la recommandation. Comment tu peux l'expliquer ça, le fait ça va avec, c'est qu'en fait, elle est quand même obligée de recevoir quelques labos, quelques produits, d'en avoir en stock, mais comme la surface de vente n'est pas forcément commercialement attractive, elle achète, mais elle vend pas. Donc, en fait, la surface de vente, probablement, est remplie de produits, ce qui est logique, mais qui tourne pas. Alors que l'inverse, la partie invisible de colonne tiroir, etc., de ce qui est sur ordonnance, ça doit tourner beaucoup plus vite. Mais de facto, il y a un décalage, parce que j'ai pas le temps de m'en occuper de la surface de vente. Je suis pas attractive en termes de prix, parce que je montre pas que je fais des promos. Soit parce que j'ai pas le temps, soit parce que c'est pas mon ADN. Ouais. Et donc, par définition, ce que j'ai en stock en surface de vente, je le vends pas. Et donc, ça fait du stock qui dort. Et donc, tu vois, en plus, elle dit qu'elle se réapprovisionne tous les 4 mois. Donc, vraiment, elle doit avoir une quantité de sorte de produits qui doit être quand même relativement faible. Ouais, faible sur la surface de vente, ouais. Alors que sur elle commande tous les jours sur la partie back-office, simplement. Protocole écrit aucun. Bon, ça, c'est ce qu'elle nous disait déjà là-haut, hein. Ouais. Sans surprise. Marge brute 24%. Alors c'est pas on n'est pas à l'objectif idéal qui est de 30%. On va essayer de comprendre pourquoi. Donc elle est à 10%. Je pense qu'elle a pas mal de produits chers, de médicaments chers, donc qui viennent faire du chiffre d'affaires, mais dont la marge en pourcentage est assez faible. Alors économiquement, ce ne sont pas des mauvais produits, mais quand on réfléchit en pourcentage, ça vient écraser la masse salariale, la marge, pardon. Et cette marge, elle peut être compensée par le développer des missions de santé, développer l'orthopédie, la compression, ou développer les ventes additionnelles ou compléments alimentaires, le conseil associé à l'ordonnance. Et on peut émettre l'hypothèse que dans cette pharmacie-là, comme on le voyait précédemment, il y en a assez peu. Et donc, elle vient pas compenser cette baisse de marge du médicament par le développement de marges additionnelles plus rentables. Et donc, ce profil de pharmacie, c'est des pharmacies dont la marge en pourcentage baisse continuellement. Donc, il y a un enjeu de vendre plus de produits, en tout cas, de travailler un peu plus la surface de vente et de développer des marchés porteurs de marge pour pouvoir tenir
assurer la rentabilité de sa pharmacie, parce que 24% de marge, mécaniquement, quand on va enlever la masse salariale et les charges, il doit pas rester grand-chose. Bah non, mais c'est ce que tu vois ici, hein. Donc on est en masse salariale, on est à 10% du chiffre d'affaires, et loyer et charges, on est à 7%. Donc finalement, on se retrouve avec un excédent brut d'exploitation qui est à 7%, là où elle devrait être à 12%. Donc effectivement, on est Et encore 7%, à mon avis, voilà, c'est peut-être pas retraité. C'est avant sa rémunération. Ouais. Donc je suis pas sûr qu'elle se paye beaucoup, voire pas, parce que derrière, il faut qu'avec cette BE là, elle puisse rembourser ses dettes, hein, et payer ses fournisseurs. Donc en tout cas rembourser ses dettes. Donc on n'a pas forcément le niveau de dette, mais à mon avis, la trésorerie est assez courte, quoi. Ouais, bah regarde. On peut pas dire négative. Dans tous les cas, regarde, on est à 66 jours de chiffre d'affaires de stock moyen, mais surtout on est à 4 jours de chiffre d'affaires de trésorerie. C'est 4 jours, peut-être parce que c'était le jour où elle avait été payée par la Sécu et pas encore prélevée d'autres choses, hein, à mon avis. Mais parce que voilà, mécaniquement, ça tire sur la trésor, parce que la masse salariale, on peut dire, ça veut dire que quand même il n'y a pas de pharmacien, donc ça veut dire que c'est la titulaire qui fait 100% des horaires. Eh oui. Et donc à un moment ou à un autre, clairement, il faut effectivement travailler la masse salariale, mais augmenter le panier moyen pour pouvoir augmenter la rentabilité, parce que nécessairement, sinon il n'y a pas de raison que, la Sécu nous paiera pas plus. Je crois que maintenant tout le monde a compris. Et donc il faut trouver d'autres leviers. Voilà. Bon, étant en back office, 45% de mon temps, c'est ce qu'elle disait un petit peu. Hein, j'ai pas formalisé les choses. Alors ça, je pense que c'est une perception, parce qu'elle doit être à 80% du temps d'ouverture en surface de vente ou 90% du temps d'ouverture en surface de vente. Ouais. Et peut-être que sur les temps d'ouverture, de fermeture entre midi et 2, ou le week-end, ou etc., où là, elle a du temps en back office. Et donc là, pour le coup, il y a un vrai enjeu de le réduire un maximum, parce que, à mon avis, il y a deux choses, c'est que c'est du temps parfois inutile en termes de ROI, enfin de rentabilité, et puis c'est du temps qu'elle doit se libérer pour pouvoir mettre en place des missions de santé qui sont quand même rémunératrices et qu'à mon avis, elle n'a pas le temps de faire. Ouais, c'est sûr et certain. Gestion du planning, environ 6 clients par heure, là où elle devrait en avoir 10 par heure, ok. Horaire 9h midi, 14h, 18h, ouais, donc en plus elle est... Alors, nous on dit alignée sur l'hippique, mais c'est vrai que dans une zone comme ça, village médical, ouais, c'est cohérent, même je trouve ça assez malin d'être fermé à 18h, même si c'est vrai que les gens rentrent du boulot, donc faut peut-être réfléchir sur peut-être quand faire midi 30 et peut-être tirer 15h, 19h, c'est peut-être plus malin, parce que si les gens qui travaillent qui habitent dans le village, ils travaillent à l'extérieur, et que quand ils rentrent de leur boulot, c'est fermé. Envie de se servir. Ouais, bah oui. Tu te tues les opportunités, donc on ne sait pas si le samedi c'est les mêmes horaires, mais simplement peut-être il y a un petit travail à faire là-dessus pour en tout cas être ouvert quand les clients du village, les habitants du village sont là, quoi. Bon, et là, quand on rentre sur la partie équipe et RH, c'est un peu l'hécatombe, parce qu'on voit qu'elle a un turnover de 25%, donc elle a un départ par an. Alors, elle nous dit qu'elle est ouverte depuis 2007, un départ par an. Alors, je sais pas si elle a un départ par an depuis 2007, mais ouais, ce serait étonnant quand même. Ça serait étonnant quand même. Elle fait aucune formation. Ouais, ça c'est étonnant. Ouais. En interne. Satisfaction interne ressentie, donc déjà la satisfaction n'est pas mesurée, mais en plus de ça, ce qu'elle dit, c'est qu'elle ressent que les gens qui travaillent dans son équipe ne sont pas forcément, 5 sur 10, c'est clairement pas satisfaisant. Pas d'entretien annuel, des tâches qui sont, de toute façon elle nous l'indiquait là-haut, elle disait tout est dans ma tête, donc forcément les tâches c'est flou, implicite. Ça c'est typique de cette typologie de format, tu penses? Le turnover, pas forcément, parce que souvent les gens sont attachés, donc on pourrait comprendre pourquoi. Souvent les gens aiment bien, parce qu'ils connaissent, pour le coup, c'est assez familial, donc ils connaissent bien les clients, les gens sont attachés, donc en général on est plutôt à des équipes qui sont là depuis longtemps et qui sont plutôt hyper autonomes et avec en capacité d'être vraiment un relais du titulaire. Et donc c'est souvent des préparatrices qui ont un rôle prépondérant dans l'officine. Hein. Ouais. Finalement, dans les pharmacies où ils sont 3 ou 4, l'apprenti ça tourne, mais quand ils sont 3 ou 4 dans l'officine, il y a vraiment chacun son rôle et c'est sa propre clientèle et donc ça se travaille un petit peu. Et du coup, l'enjeu c'est de simplifier un maximum, parce que encore une fois, je te le disais tout à l'heure, mais l'impact de certaines tâches et leur organisation dans ce type de pharmacie-là,
est très, il faut les réduire. Je m'explique. Souvent, on passe beaucoup trop de temps aux achats. Dans ce type de pharmacie-là, on choisit 10 laboratoires, c'est-à-dire un capitaine de catégorie par secteur, et c'est le labo que je travaille. Les autres, je me débrouille pour passer sur une plateforme, pour travailler avec la plateforme de mon groupement, pour m'approvisionner différemment, mais pas recevoir. Pourquoi pas recevoir? Parce que recevoir des labos, ça peut être long, mais c'est surtout que du coup, je me dilue en offres, alors que j'ai un enjeu, c'est de concentrer mes offres pour avoir amélioré mes conditions commerciales et diminuer mon temps de gestion. Puisqu'une commande, ça va générer une facture, une réception, etc. Donc, plus je multiplie le temps de back-office. Donc, peut-être, la recommandation pour elle, c'est de dire, OK, moi, je m'occupe des achats et de la politique de prix, parce que je pense que le titulaire, il doit être maître de sa marge. Bien sûr. Et on a 10 labos, nos capitaines de catégorie, et nous, on développe plutôt cela. Les leaders de certains d'autres laboratoires, je peux les approvisionner. Aujourd'hui, il existe différents types de plateformes sur lesquelles j'ai pas des remises max, mais j'ai des remises tout à fait honorables, pour répondre à la demande de mes clients sans me stocker de tous les produits. Donc voilà, et du coup après la réception est beaucoup plus simple, la vérification de facture est beaucoup plus simple, le remplissage est beaucoup plus simple, le stock est beaucoup mieux géré. En fait, c'est vraiment un cercle vertueux. C'est OK d'avoir un positionnement dans ces pharmacies-là où je fais du service et je réponds à l'ordonnance, mais vous trouvez quand même de l'hygiène, du bucco-dentaire, un choix limité à bon prix. Mais on peut pas être une pharmacie, on peut pas se comparer à des pharmacies de 500 ou 600 mètres carrés où là, il y a beaucoup de marques. Donc, il faut faire un choix. J'aime bien cette phrase, choisir, c'est renoncer. Notre métier de titulaire, on fait des choix tous les jours en permanence et il faut que ce soit des choix assumés. Le non-choix, en fait, ça se voit et ça donne cette position pas claire. Bon, OK, j'ai fait une gamme, je la travaille à fond, j'ai des promos comme les autres et donc mes patients, ils achètent cette gamme chez moi parce que finalement, je suis compétitif et je la travaille bien. Si je suis pas clair, en fait, j'ai tout mais rien ne ressort et du coup mes patients ils se disent c'est cher ici et donc ils vont tout acheter ailleurs alors qu'ils pourraient acheter une série de produits dans la pharmacie. Voilà. Bon, de toute façon ça se sent même sur donc là on a balayé la partie équipe et RH, mais même ce qu'elle nous dit en fait sur son espace, c'est que son matériel a plus de 8 ans, sa surface de vente ça représente que 40% de sa surface totale. Elle nous parle de son merch qu'elle indique qu'elle pense qu'il est à 4 sur 10, tu vois, donc c'est bon, elle est ça va avec tout ce qu'on dit depuis le début, hein. Les patients attendent un peu, ils savent pas trop, ils attendent. Le merch n'est pas fait, il est rempli de peut-être de pas beaucoup de produits ou il y a peu de cohérence et donc en fait ça donne un ressenti global de l'officine qui est vieillotte, ou en tout cas pas dynamique commercialement, et donc je viens chercher mon ordonnance, et puis je suis attaché parce qu'ils sont sympas, et puis je veux quand même qu'il y ait une officine dans mon village, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Ils sont très bons en service, très bons en conseil, mais effectivement, pas sur la partie retail, et c'est vrai que c'est dommage parce que pourtant, ils les ont les produits, donc autant qu'on les vende. Voilà. Bon, et là, derrière, sur la partie commerciale, on est sur un panier moyen à 9 €, une fréquentation. Ouais, ça va avec, ouais. Ouais. Hors ordonnance, j'imagine, mais avec ordonnance, il doit être à 40 ou 45 €, surtout s'il y a un peu de produits chers. Peut-être il doit frôler les 47, 48, mais hors ordo, clairement, voilà, ça vient corroborer. On vend pas grand-chose. Ils vendent pas grand-chose en dehors de l'ordonnance, quoi. Ouais, c'est ce qu'on voit juste en dessous, là, tu vois, chiffre d'affaires hors remboursé, 9%. Oui, voilà, exactement. Donc, tout est cohérent. Tout est assez cohérent en termes de rentabilité et de ce qu'il y a à faire pour développer, quoi. Et là, tu vois, on voit fidélisation 40%. Alors, comment est-ce qu'elle le mesure toujours? Encore une fois, c'est toujours la même chose. Mais avis client, je pense que ça, c'est quand même, tu vois, un avis Google qui est en dessous de 4. Je pense qu'on peut commencer à se poser des questions sur la surface de vente. Enfin, du moins sur ce que perçoit j'imagine que c'est la qualité de service. Après, il faut un tout petit peu se méfier parce que si c'est une pharmacie qui peut être dynamique commercialement et sur sa page Google et qui répond pas, on a eu des commentaires Google parce que dans cette pharmacie-là, quand on faisait des tests pour le Covid, on nous a fait mal au nez, quoi. Donc, il faut relativiser. Ça dépend du nombre. Enfin, en fait, ce qu'il faudrait tu rajoutes comme indicateur, c'est le nombre de commentaires. Parce qu'en fait, c'est assez stratégique, ça. Ouais. Et comme ça, le pharmacien, il s'en rend compte et il fait une réponse adaptée. Et la fidélisation, oui, je suis d'accord, mais c'est parce que les gens ont deux pharma. Une pharma pour leur dos et une pharma pour autre chose. C'est à peu près sûr. Et donc cette pharma-là, en fait, elle aurait toute
tout intérêt à remanier sa gamme et à remanier ses produits pour pouvoir finalement concentrer les deux typologies d'achat chez elle. Ouais. Bon, en tout cas, choisir une gamme, référencer des gammes entières. Comme ça, elle reçoit quelques laboratoires avec des moyens moteurs. Elle fait les promos de ces laboratoires-là. Elle travaille son espace au milieu pour qu'il y ait un peu une file d'attente avec des promos, des vasques, etc. Sans dépenser beaucoup d'argent, on arrive à faire quelque chose, quelques prix jaunes un peu dynamiques, et on redonne envie aux patients d'acheter chez soi parce qu'on a redonné une image prix. Et je crois que c'est ça. Et c'est vraiment quelques ajustements, c'est pas beaucoup de dépenses. C'est quelques étiquettes, quelques vasques, quelques promos, et en fait, ça redonne une dynamique. Ok, et puis on passe juste à la partie valorisation. Alors c'est ce qu'on prône un petit peu chez Libra, c'est que finalement vous praticiens êtes des praticiens de base, mais des entrepreneurs par défaut. Le métier d'entrepreneur vous l'êtes parce que vous êtes chef d'entreprise, et donc ce que vous développez à travers votre pharma, c'est aussi du capital personnel. Hein, c'est ça qui va vous permettre de valoriser pour votre départ en retraite. Hein, c'est pas les retraites malheureusement. Mais donc là, en fait, on est sur une valeur de cession. Si la personne, alors, elle est installée depuis 2007, donc je pense pas qu'elle ait envie de vendre tout de suite. En plus, elle nous dit qu'elle a 10 ans de la retraite. Mais là, sa pharma, ça serait quoi en fait si elle avait un levier à aller chercher sur. Alors, tout dépend de sa dette. Hein. Si elle est encore endettée ou pas, qu'elle a refinancé ou pas, qu'elle a pris un PGE quand c'était dur. Donc ça, c'est très. On n'a pas la partie endettement. Mais aujourd'hui, pour valoriser, il faudrait effectivement retravailler le panier moyen et retravailler les missions de santé qui sont vraiment rémunératrices quand elles sont bien travaillées et bien organisées. Parce que en fait, le chiffre d'affaires, comme tu l'as compris, avec les produits chers, ça donne peu de marge en fait en EBE. Hein. Et ça vient écraser un EBE. Le pourcentage d'EBE finalement par rapport au chiffre d'affaires, il est de moins en moins. Ce qui est intéressant, c'est les euros. On parle beaucoup de pourcentage, mais en réalité, c'est les euros puisque c'est un multiple en euros qu'on va chercher. Ouais. Et donc dans cette pharmacie-là, l'enjeu pour elle, c'est d'augmenter le panier moyen et de développer des services, vraiment des services, parce que on l'a compris, moins de médecins, donc il risque d'avoir moins d'ordonnances. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on garde cette dynamique de conseil, cette dynamique de service, parce que je vaccine, parce que je mets des entretiens, parce que je fais des TROD, parce que je prescris des antibiotiques dans le cadre des TROD cystites ou etc. Et de ce point de vue-là, je viens sans remplacer sur les missions qui nous sont autorisées pouvoir apporter une solution aux patients. Voilà, peut-être mettre une cabine de téléconsultation dans l'officine parce que du coup les gens peuvent quand même consulter un médecin dans l'officine via la téléconsultation. Rien, elle n'a pas d'espace de confidentialité, elle a rien du tout. Hein. Voilà, donc retravailler ça et puis développer les marchés un petit peu effectivement rémunérateurs. Et ça donnera effectivement peut-être une dynamique de conseil associé par l'équipe qui ne fait pas, donc un peu de formation laboratoire. Donc c'est vraiment la chaîne globale. Hein. Je référence des produits à forte marge que mes équipes conseillent. Du coup, mes patients sont satisfaits et j'ai une politique de prix dynamique. Sans être pas cher, ça sert à rien. Ça sert à rien. Par contre, quelques offres promotionnelles et parce que sinon, on n'a pas le détail des frais généraux, mais 7% de frais généraux, c'est assez cher. Peut-être qu'il y a des dépenses qui sont inutiles. Peut-être son loyer, on pourrait imaginer, mais ou alors c'est trop grand par rapport à la surface et finalement, elle a trop de frais par rapport à ce qu'elle vend. Quand on a 9% de produits hors ordonnance dans une surface de vente, en fait, ça pose la question du temps passé versus l'exposition versus l'immobilisation du stock et les loyers. Donc, en fait, il faut retravailler un petit peu les frais généraux et comprendre pourquoi c'est 7%, parce qu'après, il faut écraser les coûts. 7%, c'est élevé. La profession est plutôt à 4,5. 5 un peu, voire 6 dans les entrepôts, mais je veux dire, dans un village, il n'y a pas de raison que les frais généraux soient aussi élevés. Alors, est-ce qu'elle prend des trucs en perso, en frais généraux, j'en sais rien. Mais où elle est logée sur place, je sais pas, mais bon, à réfléchir, à regarder dans le détail. Ok. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est travailler la surface de vente. Et là, sur cette partie valeur de capital, ta reco serait quoi? Parce que là, finalement, tu pourrais te dire, ok, j'ai encore 10 ans à tirer, mais 10 ans à tirer dans cette situation-là, est-ce que c'est vraiment très intéressant? Première question. Et surtout, potentiellement, elle dit qu'elle a racheté à un titulaire. Je crois.
à un confrère il y a en 2007. Est-ce que ce serait pas forcément intéressant pour elle de potentiellement vendre, enfin développer, vendre, et si oui, combien est-ce qu'elle pourrait Aujourd'hui, si elle vendait avec le BE qu'elle a et la trésorerie, ça vaut pas grand-chose parce qu'elle a un EBE qui est, si elle a encore des dettes, et un EBE qui est très bas. Donc si elle veut vendre, il faut retravailler le BE avant de vendre, parce que sinon la valeur du capital sorti, alors je ne connais pas le montant de son salaire, mais si elle se paye pas beaucoup parce qu'elle a pas de trésor et qu'en plus elle sort avec un capital faible au regard de ce qu'elle avait mis au départ, pas très intéressant. Mais de toute façon, ce profil de pharmacie là, c'est qu'elles doivent transformer leur pratique, parce que de toute façon l'économie de l'officine, elle va pas dans le sens d'améliorer notre marge en médicaments. Donc on a du biosimilaire qui tombe, mais par exemple on a aussi une baisse de remboursement de l'orthocompression, un changement de modification de délivrance des pansements, enfin des nouvelles règles, on en a régulièrement. Ça veut dire qu'il faut repenser. Alors il y a des aides aujourd'hui pour les pharmacies de village qui ont été en tout cas négociées par les syndicats, donc ça peut être une opportunité pour cette pharmacie-là, mais ce n'est que temporaire. Et, in fine, c'est vraiment changer les habitudes et l'image de cette officine-là pour développer ce que je disais, le conseil, la vente, et les services, parce que sinon, effectivement, économiquement, ça peut pas être rentable avec une marge médicament qui baisse et qui ne suffit plus à payer ses salaires, ses dettes, etc. On peut aller regarder un petit peu l'impact là financier de ce que nous on leur recommanderait de mettre en place, mais tu vois, on est impact financier 75 000 euros par an, le gain de temps 16 heures par semaine. Je pense que pour une personne qui travaille 6 jours sur 7, aller économiser une journée et demie toutes les semaines, ça serait c'est pas négligeable. Moi, ce qui va m'intéresser là, c'est aussi son chiffre d'affaires. Donc, elle nous a dit qu'elle faisait 1,5 million et pas 1,1 million. Ouais, elle a quand même des gains non nuls en termes de valorisation, en termes de temps et en termes d'énergie à aller. Ça c'est sûr. Et puis je te dis, en plus, on a été prudent. Enfin, on est prudent dans les estimations parce qu'une marge bien travaillée, la politique de prix est bien retravaillée, une concentration des achats, on va se libérer du temps, mais on va aussi améliorer notre marge globale. Donc, et si on vient rajouter un peu de missions de santé, puisque c'est quand même 100% de marge des missions de santé, j'ai déjà une masse salariale qui est présente pour le faire. Ouais. On doit pouvoir effectivement aller chercher entre 75 000 et 100 000 euros de supplémentaires de rentabilité globale. D'accord? Et donc, cette rentabilité globale, elle vient évidemment, 100 000 de plus, ça vient écraser l'ensemble des coûts, mais ça vient aussi améliorer la valorisation et faciliter le remboursement s'il y a une dette. Donc, ça redonne aussi confiance et ça redonne de la trésorerie, quoi. Donc voilà, mais c'est effectivement ça. Il faut le faire étape par étape. Et dans ce cas-là, il faut commencer par dynamiser la surface de vente, mobiliser son équipe, choisir ses laboratoires, et en fait, après, ça suit, tout suit on repasse d'un cercle vicieux où je subis un cercle vertueux où je reprends du plaisir. Et donc, quand je reprends du plaisir, je suis plus dynamique, j'ai envie de revenir, les équipes ont envie et les clients achètent, quoi. Ouais. Voilà. Ok, Fabien. Non, écoute, merci beaucoup pour cette analyse partagée de cette consoeur là. On ne sait pas où elle est, mais intéressant de pouvoir présenter cet audit là qu'on réalise ensemble maintenant depuis quelques mois pour quand même pas mal de titulaires. Si vous aussi vous avez envie de bénéficier à la fois d'une grille de lecture, mais aussi d'une grille d'explication de la part d'un expert comme Fabien pour pouvoir récupérer du temps, pour pouvoir récupérer l'énergie, récupérer même de la marge ou du chiffre d'affaires au sein de votre officine. On vous met un lien pour pouvoir prendre rendez-vous juste à la suite de cette vidéo. Ce sera soit dans les commentaires, soit en bas d'un post. N'hésitez pas à nous solliciter. On sera très heureux de pouvoir vous recevoir et de pouvoir écouter et comprendre si on peut vous accompagner. Et si oui, sachez juste que ce genre de grille de lecture va avoir des impacts tout à fait important pour les titulaires qu'on a déjà accompagnés, mais aussi pour le titulaire que vous êtes. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter. Fabien, un mot de la fin? Et il faut pas garder espoir, il faut être fier de ce qu'on fait parce que c'est dur, mais il y a des solutions pour que l'avenir soit plus serein et plus dynamique. Donc, pour ce type de titulaire-là, franchement, en mettant bien en route avec la bonne méthodologie, je suis sûr que vous serez
vous retournerez à votre officine et très content d'aller tous les jours. Voilà. Merci beaucoup Fabien, je te souhaite une bonne journée. Merci Romain, à bientôt, au revoir.